Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 24 septembre 2023, aujourd'hui avec le son, parce que pour ceux qui auraient vu la vidéo d'hier, j'avais oublié tout simplement de brancher vos micros, j'ai fait la vidéo tellement par automatisme que j'ai même pas fait attention à ça. Bref, je m'en excuse, aujourd'hui je reviens plus fort que jamais, pas mal de news pour aujourd'hui, on va voir pas mal de choses autour de stablecoin, donc si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous cette dernière. On commence par une news autour du LUSD. Alors, c'est pas celui de Liquidity, c'est celui de Linear Finance qui est allé littéralement à 0$. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? Eh ben, il y a un hacker qui a réussi à minter une grosse quantité de LUSD qui a été les dumper ensuite sur PancakeSwap et Ascendex. En plus, c'est un petit stablecoin, donc voilà, il était facilement, on va dire, détruisable. Et malheureusement, bah voilà, le LUSD ne pourra plus s'en remettre. Il y a eu un vote de gouvernance qui a été lancé par rapport à Linear Finance. En fait, pour émettre du LUSD, il faut qu'il y ait des gens qui mettent en collatéral le token de Linear Finance. Je suis pas sûr à 100%, peut-être que c'est une version stakée d'ailleurs de ce token à vérifier. Enfin bref, il y a un système de gage pour émettre du LUSD et pour l'instant, bah, les gens qui ont minté des LUSD, ils se retrouvent avec des tokens bloqués pour l'instant et la gouvernance de Linear, ils ont proposé plusieurs choix et l'option qui semble être la plus votée, ça va être tout simplement de récupérer, restituer les tokens de Linear aux différents utilisateurs. À mon avis, si c'est ce choix qui se valide, ça risque d'amener quand même une petite pression vendeuse. Personnellement, je perdrais un petit peu confiance envers le protocole et j'aurais envie de vendre les tokens. Après, peut-être que c'est pas ce qui va se passer, mais quand même, soyez prudents si vous avez du token de Linear Finance. On a aussi des pools de liquidité qui commencent à apparaître autour du PYUSD, le stablecoin de PayPal. Donc j'avais vu ça passer sur ma TL et du coup j'ai été sur Curve et j'ai même vu qu'il y avait une deuxième pool aussi. Il y a le PayPal USD avec le CRV USD. N'empêche, les rendements sont pas dégueux dessus, hein. On est payé à 17% en CRV. Alors le souci, c'est qu'on est sur la blockchain Ethereum. Et il y a un autre souci d'ailleurs, c'est qu'il n'y a aucun volume. Personne, a priori, n'échange du PYUSD. En tout cas, personne ne le fait sur Curve. Bon bah pourquoi pas, on verra si à l'avenir il y a plus de volume sur ce stablecoin qui prend un peu plus de place dans la DeFi. Ça démarre doucement pour le stablecoin de PayPal, mais bon, c'est quand même sympa de voir qu'il commence à y avoir des pools pour en échanger et pour en farmer surtout. Hop, on avance avec une news autour de Coinbase cette fois-ci. Coinbase qui détiendrait près d'1 million de Bitcoin. C'est pas rien. Ils sont en train de rivaliser un peu avec Satoshi Nakamoto qui a 1,1 million de Bitcoin. Ça représente quand même plus de 25 milliards de dollars, même encore plus que ça, hein, vu que le Bitcoin il est autour de 26 000 dollars. Enfin bref. C'est ce qui a été révélé par Arkham. Donc Arkham au début j'étais vraiment très contre on va dire. Mais je me rends compte qu'il peut peut-être y avoir des aspects intéressants à Arkham. Il y a ce système on peut payer pour avoir des informations sur quelqu'un, sur quelque chose. Ça, j'aime pas trop cet aspect. Mais le fait de pouvoir avoir des analyses assez poussées sur certains sujets, comme par exemple essayer de retracer tous les portefeuilles de Coinbase, il peut y avoir des utilités et je me pencherai bien un petit peu plus sur le sujet, de pas rester justement dans mon opinion qui est oh Arkham, ça a l'air tout pourri, ça a l'air d'être un truc où tu payes pour, pour déterrer les secrets des gens. Bon, on verra bien. Si jamais je trouve des choses intéressantes de ce côté-là, j'en ferai peut-être une vidéo ou deux. Mais ouais, j'aimerais bien creuser un peu plus Arkham. On a une news aujourd'hui autour du journal du coin qui va se lancer dans le staking de crypto. Alors moi je trouve personnellement que c'est une bonne chose. J'étais un peu étonné de la news, je m'attendais pas à voir un média d'un coup qui fait ça. Mais quand on y pense, c'est pas une si mauvaise façon de générer tout simplement des revenus parce que ça va servir à ça, hein. Vous pouvez le lire dans l'article si vous voulez, mais c'est pour trouver une nouvelle source de revenus et franchement je trouve que c'est plutôt une bonne idée. En plus, ça c'est mon point de vue, mais le fait qu'un média propose que vous déléguiez des tokens à leurs validateurs, qui mettent en place des validateurs, ça montre qu'ils sont quand même un petit peu street crédibles. Ils sont pas juste là pour faire des articles, à vous vendre des shitcoins ou quoi que ce soit. Ils buildent un petit peu et ils savent de quoi ils parlent. Bon, pour l'instant, on peut que staker le token KCS de la KuCoin Chain.
Bon, je vous avouerai que c'est pas non plus dingue de chez dingue, mais j'espère qu'à terme on verra d'autres blockchains plus sympathiques. Je sais pas pourquoi pas Tezos, en plus c'est français. Avalanche peut-être, on verra. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer, mais je trouvais que c'était assez sympathique, donc j'avais envie de le citer dans la vidéo. On a un petit débat aussi autour des stablecoins qui a été lancé par Monsieur TK. Donc en gros, il soulève le souci qu'on aurait actuellement avec les stablecoins et que ce serait un non-problème puisque en gros, il sous-entend que tout ce qui empêche les gens de convertir des cryptos contre des monnaies fiat, c'est l'imposition. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça parce que déjà dans ton exemple, même si on me taxe à 5% pour passer de Bitcoin à euro, Bitcoin à dollar, à ce que vous voulez, moi je préfère encore rester sur des stablecoins qui sont à 0% et vraiment cash out quand j'ai besoin de cash out et pas de le faire à chaque fois que j'ai besoin d'un petit peu de stabilité parce que ça sert à ça justement les stablecoins, à apporter de la stabilité sans pour autant sortir du marché. Mais moi je holde pas mes stablecoins sur mon portefeuille personnellement. Je suis un gros utilisateur de DeFi et du coup j'aime bien aller faire travailler mes stablecoins. Ça c'est quelque chose que je peux le faire évidemment avec des euros en misant sur des actions, en mettant de l'argent sur un livret A par exemple, mais je peux pas faire de la DeFi comme je fais au quotidien en fait avec ces euros et ces dollars. Donc c'est pour ça que les stablecoins c'est très intéressant. C'est pas la seule utilité. En plus on a tout l'aspect des real world assets, donc le fait de tokeniser des choses, des biens, etc. On peut aussi tokeniser des dollars grâce à ça, grâce au stablecoin, et on retrouve justement des projets. Il y a le SDAI, donc c'est un DAI qui génère tout seul des intérêts grâce justement au collatéral du DAI. On a la même chose sur USDT. Alors bon, USDT c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que c'est très dans l'écosystème de la blockchain Tron et à mon avis voilà, c'est pas tip top niveau transparence, mais en tout cas ça existe. Il y a STUSDT, il y a 2 milliards quasiment dessus, où on peut avoir directement des USDT qui travaillent grâce justement au collatéral de l'USDT. Donc moi je trouve ça intéressant, je pense qu'il y a une vraie utilité à avoir des stablecoins. Et je pense pas que même si on baisse la taxe sur la conversion crypto-fiat, ça change grand chose. Peut-être qu'il y aura quelques personnes qui n'ont pas besoin de vendre régulièrement ou d'échanger régulièrement avec des stablecoins et qui vont accepter de payer 5% d'imposition, mais moi je suis vraiment pas convaincu par ça. Après c'est bien sûr mon avis, je suis forcément biaisé parce que je suis un gros utilisateur de la DeFi, donc j'ai besoin de stablecoins. Oui, de la DeFi on peut en faire avec du BTC, des ETH, etc. Mais faut pas se cacher quand même qu'il y a une grosse part de stablecoins et c'est quand même vachement pratique de pouvoir faire travailler quelque chose de stable. Bon, même si on l'a vu et en plus on le voit aussi sur la miniature, certains stablecoins il fallait pas trop s'y approcher au bout d'un moment. Balancer, pour ceux qui n'avaient pas suivi, il n'y a pas longtemps, ils ont subi une attaque DNS. Ça veut dire que quand on essayait d'aller sur le site de Balancer, ça nous redirigeait sur un autre site, malicieux bien évidemment. D'ailleurs, il y a à peu près 250 000 $ qui ont été volés suite à ça. D'ailleurs, j'avais fait un thread. On en reparlera de mon thread. Balancer, du coup, suite à cette attaque, ils ont été investigués un petit peu plus et ils se sont rendus compte que en fait, l'origine de l'attaque, c'est pas juste sur leur nom de domaine, c'est directement à EuroDNS. C'est eux qui émettent tous les domaines en .fi. Donc il me semble qu'ils veulent changer du coup de nom de domaine. Je sais pas s'ils l'ont encore fait ou s'ils avaient déjà un autre nom de domaine qui peuvent garder maintenant. Je crois qu'il y a balancer.exchange, mais je suis pas sûr à 100% de ce que je vous avance, donc on verra bien. Suivez les news autour de Balancer par rapport à ça. En tout cas, il pourrait y avoir d'autres sites en .fi qui pourraient subir les mêmes attaques que Balancer. Alors potentiellement on verra bien, mais en tout cas si vous allez sur des sites en .fi, je sais que dans la DeFi c'est pas ce qui manque, voilà, faites attention, soyez prudents, on ne sait jamais. Et on en reparlera quand je vous montrerai un petit peu mon thread, mais il y a des outils justement qui peuvent vous aider à ne pas vous faire avoir par ce genre d'arnaque. On a Brian Pellegrino qui nous partageait, qui retweetait plutôt ce post où on voyait la courbe d'évolution entre les transactions sur Ethereum en bleu et les transactions sur tous les différents layer 2 réunis en rose et rouge. D'ailleurs, on peut aller directement sur le site qui propose ça, L2Bit. On peut voir que sur les 7 derniers jours, les Layer 2 ont fait 5,85 fois plus de transactions que sur Ethereum. Alors c'est clair que quand on prend tous les Layer 2 séparément, il n'y en a aucun qui bat Ethereum, quoique ces derniers jours, ZK Sync
sur vraiment les derniers jours, il arrive parfois à avoir plus de transactions journalières que sur Ethereum. Si on regarde la moyenne sur 30 jours, enfin c'est pas la moyenne, le total sur 30 jours, c'est très très proche d'Ethereum. Donc je suis à peu près sûr que sur Zk-Sync, il y a plein de transactions pour farmer l'airdrop de Zk-Sync, plein de transactions de bots, etc. Mais quand même, ça montre quelque chose. Il y a un gros engouement, il se passe quand même quelque chose autour des Layer 2. Et je pense que c'est pas encore fini cet engouement et que ce sera une des grosses narratives du prochain cycle haussier si on en a un. En tout cas, ça m'étonnerait pas de voir une grosse narrative autour des Layer 2. On avance un petit peu, là je vais vous parler justement de threads que j'aime pas voir sur Twitter, même de projets limite que j'aime pas voir. Donc je suis tombé par hasard là-dessus, le projet qui s'appelle Farm with Ease. Bon après j'ai pas essayé, donc peut-être que ça marche super bien et que vous allez vous faire plein de sous avec ça, mais moi j'aime pas le concept. Donc le concept c'est quoi? C'est vous avez un bot Telegram et vous pouvez payer pour avoir un wallet qui va farmer l'airdrop de Starknet. Alors déjà, vous confiez votre clé privée de ce wallet à un bot Telegram. Bon, ça on l'a vu avec Unibot, avec Lootbot, avec plein d'autres trucs. C'est pas terrible, mais bon. Pourquoi pas, imaginons que vous êtes assez au courant de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les règles de sécurité, et vous mettez vraiment qu'une toute petite quantité de votre argent dessus, histoire de farmer l'airdrop. Bon, pourquoi pas. Maintenant, il propose de ces formules, ça me fait vraiment, ça me fait une petite alerte dans ma tête quand je vois ça. C'est en gros, on peut payer $30 pour farmer sur un wallet, $30 par wallet pour farmer sur 5 wallets, etc. Plus on va prendre de wallets, moins c'est cher. Et on peut farmer sur un nombre de wallets illimité si on file $4000. Alors déjà, il n'y a pas de certitude que Starknet fasse un airdrop. Et ça veut dire quoi unlimited? Non, parce que si je veux farmer sur 1 million de wallets, $4000 c'est que dalle, parce qu'il va falloir payer un minimum de frais de transaction sur chaque adresse, etc. Donc ouais, non, ça m'a l'air vraiment très suspect. J'arrive pas à trouver le mot, mais edgy, sketchy, j'ai les mots en anglais. Ça m'a l'air très obscur tout ça. Moi personnellement, je m'y aventurerai pas. En plus, vu qu'on va farmer avec un bot Telegram, il y a des chances que ce soit flagué assez facilement et qu'on soit même pas éligible à l'airdrop. Après, ils se défendent du style les cryptos qu'il y aura sur le wallet, ce sera un retrait direct d'OKX, etc. Mais si vous mettez $30 pour farmer un airdrop, c'est pas suffisant, je pense, parce que certes on peut quand même faire du volume si on échange plein de fois les cryptos d'Ethereum à stablecoin, de stablecoin à Ether, etc. On peut faire du volume comme ça, mais c'est pas le seul truc. On l'a bien vu sur les critères d'Arbitrum, il y avait pas mal de critères, notamment le fait de déposer tant sur la blockchain, de bridger depuis tel bridge, etc. Bon, on verra bien comment ça va se passer, mais moi j'ai aucune confiance envers ce genre de bot. Et on a aussi les threads du style airdrop confirmé, combien ça vous coûte, 1 ou 2 dollars pour faire 10 transactions. Bon là c'est juste un truc où c'est écrit coût gratuit, vous pouvez gagner potentiellement jusque $5000. Alors je dénigre pas non plus le travail de ceux qui font ça, et quoique si on peut parfois appeler ça du travail, parce qu'il y a beaucoup de threads qui se ressemblent, notamment sur Zk-Sync, etc. Et moi j'aime pas ce délire de vendre un truc aux gens, de donner des espoirs aux gens, pour au final on parle d'un truc qui est pas sûr. Puis même si on parle d'airdrops qui sont vraiment confirmés, moi j'ai vécu des airdrops qui étaient pas terribles du tout, hein. Donc il y avait Sei il y a pas si longtemps. Bon lui j'étais pas dessus, mais c'était une catastrophe l'airdrop de Sei par exemple. Donc je sais pas, j'aime pas ce genre d'approche de donner vraiment du rêve aux gens pour au final qu'il se passe rien. Donc ne vous forcez pas à faire des transactions pour faire des transactions. Moi c'est ce que je vous dis souvent, si vous voulez farmer des airdrops, quitte à farmer des airdrops, essayez de vous intéresser un minimum à la blockchain sur laquelle vous allez, à essayer de trouver des choses sympas à faire sur la DeFi, parce que c'est pas ce qui manque en plus. On peut aller faire des trucs sympas sur Zk-Sync, faire de beaux intérêts sur des cryptos, et en même temps, du coup au passage, farmer l'airdrop de Zk-Sync. Bref. Ça, c'est personnel, vous avez le droit d'aimer ce genre de thread ou quoi que ce soit, mais moi j'aime pas trop cette approche, et du coup je me suis lancé un petit challenge, c'était de sortir tous les jours un thread sur mon compte X. D'ailleurs je vous remercie parce que depuis hier on est passé au-dessus des 1000 abonnés, donc merci beaucoup, c'est grâce à vous, ça me fait plaisir en tout cas. Et il y a 2 jours par exemple, il y a 3 jours maintenant, je vous avais fait un thread pour vous montrer comment je cherchais des yields intéressants en utilisant DeFi Llama.
Voilà, là je vous dis pas vous allez avoir des intérêts à catchy, vous allez vous faire 5000 balles par mois. Non, je vous dis, je vous donne juste des outils et ensuite bah, c'est à vous de voir comment les utiliser, mais enfin même pas, je vous montre aussi comment les utiliser et ensuite c'est à vous de voir par rapport à votre portefeuille. Hier j'ai aussi sorti un petit wallet pour protéger son wallet justement, c'est le parallèle que je voulais faire avec Balancer, mais j'attendais plutôt d'être à ce moment-là de la vidéo. En fait je vous montre des extensions qui vont vous prévenir de certains risques. Par exemple il y a l'extension Pocket Universe qui va simuler vos transactions. Bon le souci c'est que ça marche pas sur toutes les blockchains. Je vous explique un petit peu pourquoi dans le thread, si ça vous intéresse, je vous le mettrai en description. Et du coup, bah, vu que ça simule vos transactions, si jamais vous êtes sur un scam, vous allez avoir un truc du style, bah, y a plein de cryptos qui sortent de votre portefeuille et tout, et bah, vous allez vous douter que vous n'êtes pas sur le protocole sur lequel vous pensez être. Là, typiquement, dans le cas de Balancer, vous arrivez sur Balancer, il y a un MetaMask qui s'ouvre, et juste avant ça, il y a Pocket Universe qui vous dit, alors là, il y a tel crypto qui va sortir de ton portefeuille, etc. Vous vous doutez bien qu'il ne faut pas signer la transaction de MetaMask. Donc ça, c'est une extension qui est toute simple, gratuite bien évidemment, et qui peut vous permettre d'éviter certaines arnaques. Alors, bien sûr, c'est pas infaillible, il pourra y avoir des trucs qui passent entre les mailles du filet, on va dire, mais c'est quand même un outil de sécurité qui est pas négligeable du tout. Et on a aussi Scam Sniffer, ça c'est une extension qui est spécialisée pour vous prévenir quand vous allez sur un site et qui s'apparente à un scam, tout simplement. Vous aurez une alerte du style ça a pas l'air d'être le bon site, etc. Donc c'est plutôt intéressant, je vous invite à vous pencher sur ce genre d'extension. Alors c'est sur PC forcément, vu qu'on va parler d'extension, je pense qu'il doit y avoir des équivalents sur mobile, même si ça doit être plus compliqué, mais si vous êtes sur PC, c'est à portée de quelques clics. Vous avez pas de raison de passer à côté de ça, d'apporter un petit peu plus de sécurité. Et pour ceux qui utilisent le Wallet Rabbi aussi, le Wallet Rabbi simule aussi vos transactions, donc vous avez moins de risques aussi en utilisant ce wallet par exemple. On a Arbitrum, il reste encore quelques heures pour réclamer l'airdrop. Au moment où je fais ma vidéo, il reste 12 heures, donc un petit peu moins le temps que je fasse la miniature, etc., que j'upload la vidéo. Mais si vous passez assez tôt, allez vérifier, ça coûte rien. Je vous mettrai le lien dans la description pour aller voir si vous êtes éligible à l'airdrop. Sur Twitter, sur X justement, je l'avais posté aussi, quelqu'un a été vérifié, il a réclamé 2800 tokens Arbitrum, donc on sait jamais. Si vous avez une adresse qui traîne sur laquelle vous avez fait quelques petites transactions il y a quelques mois, allez voir, ça vaut toujours le coup. Bon, si vous êtes sûr d'avoir jamais interagi avec Arbitrum, à mon avis, il ne faut pas s'attendre à grand chose. Mais voilà, dans le doute, c'est à portée de 2-3 clics aussi. Vous allez sur le lien et vous connectez votre wallet et vous voyez si vous êtes éligible ou pas. En tout cas, je vous le souhaite. Et voilà, tardez pas trop parce qu'il reste que quelques heures. Petite vulnérabilité, grosse vulnérabilité qui ont été trouvées sur les appareils Apple, 3 attaques 0 day. Donc c'est des attaques qui ont été découvertes par personnes entre guillemets qui n'ont pas été fixées. Donc pensez à faire vos mises à jour le plus vite possible. Dolomite qui passe son audit, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Dolomite c'est un protocole dont j'ai parlé plusieurs fois, c'est un des airdrops justement sur lequel je spécule. Je pense que Dolomite peut lancer un token, mais pareil pour autant je vais pas vous faire des threads pour vous dire il y a 5000 $ à se faire sur ce projet, farmez-le avec 100 wallets. Non, ne commencez pas à faire des bêtises. En tout cas, il y a pas mal de failles qui ont été trouvées sur le protocole, pas de failles critiques néanmoins. A priori, comme ça a été trouvé, ils ont pu colmater tout ça, ils ont pu régler tout ça. Donc, bonne nouvelle que Dolomite passe un audit. Ils en passent régulièrement. Mais bonne nouvelle que ce dernier audit soit passé et qu'ils aient pu trouver certaines failles sur le protocole. Et allez, on termine par une petite news un petit peu sympathique. La folie des ouvertures de packs de cartes Pokémon arrive on-chain puisque il y a, je connaissais pas du tout, mais Courtyard NFT qui propose des drops de cartes Pokémon sous forme de NFT. En fait, je sais pas si c'est de la tokenisation de cartes Pokémon, j'ai l'impression que c'est ça, faudrait aller voir, creuser un peu plus en détail si c'est légitime, etc. Je pense qu'en tout cas c'est possible de le faire de manière légitime et du coup vous aviez un pack à 5 $, c'est parti en quelques secondes, vous achetez une carte pour 5 $, vous avez un petit pack à ouvrir et dedans il y avait une carte random. Alors il y a plein de cartes évidemment, il y a des cartes plus ou moins rares à choper, donc voilà, typiquement là ça c'est pas terrible.
Et du coup, vous pouviez potentiellement ouvrir un pack et avoir une carte qui valait 12 centimes qu'une carte qui valait 200$. Bon, je pense qu'il y avait beaucoup plus de chances d'avoir une carte qui valait 12 centimes, bien évidemment. J'ai vu qu'ils allaient relancer aussi une collection dans 3-4 jours. Bon, on verra bien ce que ça va donner, peut-être que j'en reparlerai d'ici là, mais je trouvais le sujet un petit peu rigolo, j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Est-ce que vous achèteriez des cartes Pokémon sous forme de NFT si c'était vraiment certifié? Vous voyez que c'était vraiment réel derrière, que vous pourriez récupérer la carte Pokémon à tout moment par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis assez curieux par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, c'est toutes les news que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que ce format vous aura plu. On se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!